J'aimerais savoir comment vous faites pour respecter George Sand et sa liberté et en même temps l'authenticité de Chopin. Mais finalement, c'est assez facile parce que ce sont des personnages avec lesquels on vit depuis de nombreuses années, donc on les connaît presque intimement comme si on les avait déjà rencontrés. Et je pense qu'on est en harmonie avec eux, c'est-à-dire qu'on aime ce qui est authentique, on aime les musiciens authentiques, c'est-à-dire ceux qui ne cherchent pas à se mettre devant la partition, mais au service de la partition pour ce qui concerne la musique. Et donc des artistes, bien sûr talentueux, ça c'est évident, mais aussi qui sont généreux, qui ont cette approche aussi de ce milieu que quand on connaît Nohant, on apprécie particulièrement, qui est un milieu un peu rustique, hein, voilà, qui est un environnement dans lequel il faut être authentique soi-même. Et je crois que c'est ça qui est la pierre d'achoppement un peu de tout ce que l'on fait. C'est ce souci d'être en harmonie avec cette histoire, avec ce lieu, avec ce qu'on en ressent, avec cette authenticité qui se ressent dans la générosité des artistes. Vous avez partagé un très beau moment avec Thomas Lefort, au violon magnifique. Et cette idée de partage, elle est très présente chez vous, d'abord en tant que pianiste, et aussi au niveau du festival? Bien sûr, et il y a aussi ce côté transgénérationnel, parce que là j'ai accompagné ce jeune violoniste formidable, Thomas Lefort. Lui, il est d'une génération différente, mais il y a 40 ans, j'étais dans la situation inverse, où je jouais avec celui qui est son maître, c'est-à-dire Ivry Gitlis. Donc moi j'avais 22 ans et j'étais le jeune soliste. Ivry Gitlis était le grand interprète et qui m'aidait à me produire sur scène. À l'époque c'était au Théâtre du Châtelet. Aujourd'hui la situation est la même, bien sûr les positions ont changé, mais l'idée reste la même. Et cette idée de transmission, cette idée d'aider aussi les jeunes à se faire connaître quand ils sont vraiment talentueux, c'est quelque chose que nous avons à cœur particulièrement au festival. Là, le pianiste, je m'adresse au pianiste. Quand Litz dit que son piano, c'est lui, c'est sa vie, vous, quelle est votre relation avec cet instrument? Je dirais que le piano, c'est ma vie, mais au-delà de ça, c'est la musique qui est ma vie. Voilà, donc c'est toutes les facettes de la musique. Et le piano, c'est cet instrument qui me permet d'exprimer en musique ce que je ressens. Donc c'est un instrument que je commence à maîtriser avec l'âge, avec les années, puisque quand j'ai commencé, c'était il y a très 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 longtemps. Il y a plus de 50 ans que je fais des concerts quand même, donc c'est énorme. Donc ça fait une expérience extraordinaire qu'on peut partager justement avec des jeunes artistes, parce qu'on sait ce que c'est que d'avoir été jeune soliste débutant sur scène, qui n'a pas encore l'expérience, mais cette expérience, elle ne s'acquiert que sur scène justement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Eh bien que le public vienne nombreux, que les artistes soient à la hauteur du lieu, de ce que l'on attend d'eux, c'est-à-dire qu'ils soient eux-mêmes tout simplement. La musique est éloquente d'abord parce qu'elle véhicule toutes les émotions de la vie comme la parole. La parole, c'est ce qui dit la tristesse, la joie, la conviction, l'émotion, et tout ça aussi, la musique le fait. Et puis, la parole est une musique. Et c'est en cela que la parole est éloquente, c'est quand qu'elle devient musicale. Lorsque la parole a des crescendo, des décrescendo, elle a des accents, elle a des silences aussi qui font partie de la parole, qui nourrissent la parole, comme les silences nourrissent la musique. Et donc, il y a évidemment des musiques éloquentes, des musiques qui nous parlent, des musiques qui parlent au cœur. Et c'est pour ça qu'en effet, la musique, lorsqu'elle est bien jouée, lorsqu'elle est donc jouée à Nohant, est la plus belle forme de l'éloquence. Finalement, est-ce que l'improvisation, le plus dur, c'est pas de la terminer un petit peu comme un amour d'été finalement? Comme un amour d'été, ouais, c'est une belle métaphore, j'y ai jamais pensé, mais ce qui est difficile, c'est... On n'est jamais sûr de rien avec l'improvisation, c'est partir dans le vide. Et ça dépend de l'état psychologique dans lequel on est, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer, littéralement. Donc c'est un rapport de croyance, en fait, en ce qu'on est capable de faire. Et savoir aussi rattraper ce qu'on pourrait appeler une erreur, mais qui n'en est pas une, puisque rien n'est fixé, personne ne connaît l'œuvre. Donc c'est toujours savoir rebondir. Et je pense pas que terminer, ça peut être une vraie question, parce qu'on se demande, on anticipe et on se demande avec la fin comment tout ce qui vient d'arriver va sonner globalement.
Donc la fin c'est important, mais en même temps commencer c'est une vraie question aussi, développer aussi, voilà. Comme un amour d'été d'ailleurs, hein. Ça dépend comment ça commence, ça dépend comment ça se... Avec quel rapport avec l'éphémère? Parce que c'est très éphémère une improvisation. Un instant et ça disparaît. Je pense que c'est d'une certaine manière, on le dit moins, mais c'est aussi assez vrai de l'interprétation. Parce qu'on a beau fixer des choses, on est quand même très... là encore, on est dépendant d'une condition, d'une salle, d'une acoustique, d'un public, de ressentir que le public est à l'écoute ou pas, de nos propres peurs. Donc finalement, toute forme de concert, enfin d'art vivant est éphémère par nature. Moi, j'aime bien l'idée que l'improvisation ne se reproduit pas parce que c'est finalement quand même la métaphore de la vie, c'est-à-dire que les choses passent et on a beau les... De l'instant présent, quoi. De l'instant présent, exactement. C'est tout ce qu'on recherche, donc c'est aussi en ça que c'est un plaisir l'impro. Est-ce que des fois, malheureusement, le piano devient un ennemi ou c'est toujours un ami, voire un amour? Dans l'improvisation, c'est toujours un ami parce qu'on adapte tout dans l'improvisation à nos propres capacités. On est maître, on est notre propre maître. Dans le rapport au répertoire, il y a l'idée que certaines personnes dans la salle connaissent déjà l'œuvre, l'ont déjà entendu 50 fois, donc ont une vision préconçue, connaissent le texte peut-être. Donc si on a un trou de mémoire, par exemple, tout le monde va l'entendre. En improvisation, le trou de mémoire n'existe pas. C'est un rebond, si on ne sait plus quoi faire, il se passe toujours quelque chose, c'est de la survie en fait. Donc voilà, le piano n'est jamais un ennemi, et puis si le piano est mal réglé, que le son est pas bon, dans l'improvisation, dans ce cas, on va se débrouiller pour faire en sorte qu'on utilise des sons particuliers qui vont aller dans le sens du piano. Dans le répertoire, si Schumann écrit de jouer forte, qu'il faut faire forte et que le piano répond mal à ça, c'est aussi à nous de nous adapter, mais ça peut être moins facile. L'impro reste une remise en question perpétuelle finalement. Ça reste une remise en question, c'est aussi, bizarrement, ça peut être aussi un lieu de certitude et c'est là où ça devient dangereux, c'est quand on est sûr que l'improvisation est sans risque. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que ça peut être un risque parce que si on y va toujours les mains dans les poches, il y a un moment où on n'invente plus rien, je pense, on reproduit des choses, des réflexes, donc c'est quand même important de garder cet esprit du risque aussi, un minimum, qui fait qu'on se sent vivant sur scène en fait, même si on s'enferme dans quelque chose. J'ai arrêté l'école assez jeune pour pouvoir me consacrer à la musique. Donc je suis allé chercher moi-même ce qui pouvait m'intéresser, qui pouvait accroître ma propre culture. Vous savez, il y a 20 ans, moi je ne disais pas un mot de français. J'ai appris le français ici en France directement. Je me suis intéressé aux autres langues et je me suis intéressé à la littérature, à la peinture énormément. Et bien sûr approfondir mes connaissances musicales parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Vous savez, quand on décide de faire ce métier-là, en tout cas, qu'on décide de se lancer dans la musique, quel que soit le stade de la carrière, on est toujours dans le partage en fait. C'est essentiel même. Je pense que cette vocation est dictée carrément par le partage. Si on a envie de faire quelque chose dans la musique, ça doit être la première notion pour pouvoir commencer et continuer. Est-ce que vous arrivez à transmettre avec ce piano que vous n'arrivez pas à transmettre par la parole? Ça c'est très difficile. Je pense qu'en fait, quand on est sincère avec soi-même, profondément, on arrive à exprimer des choses qui sont enfouies en nous-mêmes, presque inconscientes en fait. Donc les personnes qui nous écoutent, si elles sont réceptives, elles peuvent peut-être savoir quelque chose de nous d'un peu plus profond. Moi j'ai toujours, je ne suis pas le seul à le dire, mais un instrument c'est vraiment le miroir de notre âme. Si on le fait avec sincérité, cela s'entend et le public le reçoit. C'est toujours votre ami, votre piano, ou ça peut être votre ennemi parfois? C'est jamais mon ennemi. C'est toujours mon confident, mais on n'est pas toujours d'accord avec ses amis, vous savez. C'est un peu le but du Hors les Murs, c'est de pouvoir amener la musique classique dans des lieux parfois incongrus, originaux, patrimoniaux de notre territoire, du département de l'Indre et du Cher, et même les environs. Et justement, c'est aller voir d'autres publics. Donc on investit la piste de l'aéroport de Châteauroux, par exemple. On invite l'orchestre de Tours à venir faire un concert symphonique. Donc on va à la prison de Saint-Maur. On va à l'hôpital de Châteauroux, donc c'est aller voir tous les publics possibles pour leur montrer que la musique classique est tout à fait abordable.